Le 20 novembre 1917, des centaines de chars d'assaut britanniques déferlent sur Cambrai, en France. Les mitrailleuses fauchent l'infanterie. Les tirs d'artillerie allemands font basculer les chars et ensevelissent des hommes vivants sous leurs décombres. D'ici la fin de cette journée, des dizaines de milliers de soldats auront péri. Bon, changeons une chose. Au lieu de chars Mark IV poussifs traversant un paysage dévasté par la guerre, surgit quelque chose d'incompréhensible. Un char de combat principal M1A2 Abrams, un géant de 70 tonnes parachuté sur le champ de bataille près de 75 ans trop tôt. Des moteurs à turbine à gaz hurlant comme un avion à réaction, un blindage forgé à partir de matériaux composites et d'uranium appauvri et un canon à armes lisses de 120 mm capable d'anéantir absolument tout sur son passage. Alors, que se passe-t-il lorsqu'un seul char de combat moderne, fort de près d'un siècle d'avancée militaire, affronte l'Allemagne de la Première Guerre mondiale? Est-ce que cela suffira à changer le cours de l'histoire? Cela aura-t-il le moindre impact ou n'est-ce qu'un simple char face à la puissance militaire colossale d'une nation entière? D'abord, regardons ce que nous venons d'envoyer plus de 100 ans en arrière pour tuer les parents des nazis. Le M1A2 Abrams est propulsé par un moteur à turbine à gaz de 1500 chevaux, le genre que l'on trouve normalement sur un avion à réaction. Ce monstre consomme du kérosène, du diesel ou même de l'essence ordinaire si nécessaire. Il peut atteindre des vitesses dépassant les 60 km par heure, ce qui est absurde comparé aux chars de la Première Guerre mondiale qui avaient du mal à ramper plus vite qu'un homme en train de courir. Son blindage est un alliage secret composé de matériaux composites et d'uranium appauvri, ce qui lui permet de repousser sans difficulté la plupart des armes anti-chars modernes, sans même mentionner les obus dérisoires de 1917. Et puis, il y a la puissance de feu. Son arme principale est le canon à armes lisses M256 de 120 mm, tirant des obus à sabots en uranium appauvri ou en tungstène à vitesse hypersonique. Contre un char Mark IV, ces obus traverseraient le blindage comme un couteau chaud dans du beurre. Ajoutez une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm et une M2 Browning de calibre .50 montée sur le toit, et l'Abrams devient littéralement une apocalypse mobile. Mais l'Allemagne n'allait pas rendre la tâche facile. À Cambrai, les Allemands disposaient de profondes lignes défensives, des tranchées renforcées de bunkers en béton, des réseaux de barbelés et de lourdes mitrailleuses prêtes à faucher l'infanterie en progression. Des batteries d'artillerie se tenaient derrière les lignes, prêtes à déchaîner l'enfer sur n'importe quelle cible. L'infanterie était équipée de fusils Mauser et de grenades à main de type patate, tandis que les canons de campagne et les obusiers fournissaient une puissance de feu dévastatrice. Face aux Mark IV britanniques, ces défenses étaient redoutables. Mais contre un Abrams, les choses deviennent vraiment intéressantes. À 6h20 du matin, les premiers mitrailleurs allemands ouvrent le feu, traçant des lignes ininterrompues de balles sur l'infanterie britannique qui progresse. Dans la bataille historique, des sections entières étaient anéanties en quelques secondes. Mais aujourd'hui, un craquement assourdissant déchire l'air avec violence. L'Abrams tire son premier obus hautement explosif. Un bunker en béton se désintègre en un instant, des poutres en bois et des blocs de pierre jaillissant violemment dans le ciel. Les mitrailleurs, qui régnaient autrefois sur le No Man's Land, sont réduits en poussière par une seule frappe. Le char redirige son tir. Un point fort allemand, dissimulé derrière des sacs de sable et des barbelés, disparaît dans une seconde explosion. Les troupes à proximité sont projetées en l'air par l'onde de choc. Le sol tremble comme un tremblement de terre. Les soldats habitués au lent et maladroit aboiement des canons de 6 livres n'ont aucune référence pour la violence pure d'un obus de 120 mm. 6h45 du matin. Des officiers allemands se précipitent pour déployer l'artillerie de campagne. Le canon de 77 mm, modèle FK-96NA, avait été l'épine dorsale des défenses allemandes, mortel contre les chars britanniques. Les servants d'artillerie orientent leurs canons vers les Abrams et ouvrent le feu. Les obus déchirent l'air au-dessus du champ et viennent s'écraser sur son blindage, mais l'impact est totalement insignifiant. Conçu pour résister aux obus flèches modernes qui filent à 2 fois la vitesse, le blindage composite de l'Abrams encaisse l'acier de la Première Guerre mondiale comme de simples galets lancés contre la coque d'un cuirassé, et le char ne marque même pas le moindre ralentissement. L'Abrams riposte. Un seul obus perforant frappe de plein fouet la position de tir allemande, transformant le canon et son équipage en une boule de feu incandescente. Là où les chars britanniques mettraient des heures à franchir les défenses d'artillerie, l'Abrams, lui, peut les anéantir en quelques secondes seulement. L'infanterie s'était lancée derrière les chars Abrams. Dans la réalité du combat, les troupes britanniques devaient souvent nettoyer les tranchées au corps à corps, progressant pièce par pièce, armées de grenades et de baïonnettes. Maintenant, la mitrailleuse coaxiale de l'Abrams balaye la ligne, déversant des milliers de balles par minute. Les tranchées s'effondrent sous un feu continu. Les troupes allemandes, qui jadis tenaient tête même face aux chars, cèdent et fuient en panique. Les chevaux s'affolent au bruit, les chariots se renversent et les officiers hurlent pour un ordre qui ne vient jamais.
7h30 du matin, le char Abrams pénètre profondément au cœur de la ligne défensive allemande. Normalement, une telle avancée prendrait aux forces britanniques la majeure partie de la journée. Mais maintenant, le sol entier tremble violemment, tandis que ses chenilles broient les barbelés, écrasent les parois des tranchées et roulent directement sur les nids de mitrailleuses. Des soldats coincés dans leurs abris souterrains se retrouvent ensevelis vivants tandis que le char passe au-dessus d'eux. Il est 8h du matin. Des renforts allemands arrivent. Des escadrons de Stoßtruppen, les troupes d'assaut d'élite de l'armée du Kaiser, chargent pour colmater la brèche. Ces hommes étaient craints dans toute l'Europe, entraînés à l'infiltration, équipés de lance-flammes et de grenades. Face aux chars britanniques, ils étaient souvent décisifs. Mais contre les Abrams, ce n'est pas si simple. Les éclats de grenades rebondissent sur le blindage tandis que les lance-flammes projettent un feu inoffensif sur les plaques d'acier qui ne céderont pas à moins de 1500 degrés Celsius. Et à chaque rotation de tourelle, une autre escouade de Stormtroopers disparaît dans une rafale de tirs de mitrailleuses. Les commandants allemands tentent leur dernier recours, l'artillerie lourde. De puissants obusiers tirent à plusieurs kilomètres derrière les lignes. Des obus grands comme des baignoires décrivent une courbe dans le ciel et s'écrasent au sol tout près des Abrams. Une explose à quelques mètres seulement de là, projetant de la boue et du métal très haut dans les airs. Mais l'Abrams avance lourdement à travers l'épais rideau de fumée. Sa suspension absorbe parfaitement l'impact et son blindage résiste fermement. Là où un marqué-cœur aurait été complètement déchiqueté, l'Abrams, lui, continue d'avancer sans s'arrêter. Nevers, la percée britannique à Cambrai a déjà surpassé tout ce qui aurait été accompli historiquement. Des tranchées qui coûtaient autrefois des milliers de vies à prendre sont tombées en moins de 3 heures. Les positions allemandes s'effondrent sous un feu d'artillerie incessant. L'Abrams utilise sa mitrailleuse de calibre .50 montée sur le toit pour faucher les troupes en fuite, dispersant des compagnies entières. Mais nous avons un problème. L'Abrams est un prédateur alpha, mais il est aussi très gourmand. Son moteur à turbine à gaz consomme du carburant à un rythme impensable en 1917, 60 gallons par heure, et il n'en transporte que pour environ 400 km avec la logistique moderne. Ici, il n'y a pas de camion de ravitaillement, pas de carburant JP8 et aucun mécanicien n'est formé pour s'occuper de son moteur. Les Britanniques ravitaillent leur Mark IV avec de l'essence raffinée à partir de charbon. Ce carburant rempli d'impuretés détruirait les turbines des Abrams en quelques minutes seulement. Le char se bat toujours, mais son indicateur de carburant est au plus bas. Chaque obus tiré, chaque mètre parcouru, chaque rugissement de moteur épuise ses dernières réserves. Les officiers peuvent déjà observer la fumée qui s'amincit, le hurlement du moteur qui s'adoucit. L'Abrams franchit une nouvelle ligne de bunkers, mais la fin est désormais proche. Le carburant est presque épuisé et les munitions viennent à manquer. Le champ de bataille est jonché de points d'appui en feu et d'artillerie détruite, et la défense allemande est en train de s'effondrer. À 11h30 du matin, le moteur crachote, les chenilles ralentissent et l'Abrams s'immobilise, une forteresse d'acier inamovible dans la boue de la France. Les troupes britanniques l'encerclent, stupéfaites. Des mécaniciens s'acharnent sur son blindage, découvrant des matériaux des décennies en avance sur leur temps. Mais pas avec du carburant pour avion. Ils ne peuvent pas réparer et surtout, ils ne peuvent pas reproduire les obus qui viennent de changer la face de la bataille. Ils pourraient redémarrer, mais sans munitions, ils seraient réduits à un transport terrestre blindé. Pendant quelques heures seulement à Cambrai, le char Abrams s'est avéré inarrêtable. Il a dominé sans conteste le champ de bataille, sauvant des milliers de vies britanniques et terrifiant les troupes allemandes restantes et forçant à une retraite précipitée. Ce fut un succès indéniable, mais il ne pouvait malheureusement pas durer éternellement. Il a remporté une bataille, certes, mais pas la guerre. Et bien qu'il ait tourmenté les Allemands durant toute une matinée, son impact s'est malheureusement estompé dès que son moteur s'est arrêté. Au final, la Première Guerre mondiale aurait fait rage à une échelle où l'Abrams n'aurait pas pu vraiment faire une grande différence. Ou que pensez-vous qu'il se serait passé? Et si vous êtes curieux de savoir ce qui se passerait si un F-22 Raptor avait combattu pendant la Première Guerre mondiale, regardez la vidéo qui s'affiche à l'écran. Merci d'avoir regardé.